Bienvenue sur Corrèze Télévision, c'est la 34e foire du livre de Brive. Nous sommes sur le forum des lecteurs. Ce nouveau forum s'intitule « La vie est un roman » avec Maïs Abbé pour Isia aux éditions de l'Aube, Colombe Schneck pour Sœurs de Miséricorde aux éditions Stock et Antoine Demeaux pour Le Fleuve Guillotine aux éditions Phébus. Ce forum est animé par Oriane Jancourt-Galliani du magazine Transfuge. Bonjour, merci, bonjour à tous et bonjour à vous trois. Donc La vie est un roman, on va voir un peu pourquoi vous trois. A priori, vous avez trois livres qui ne se ressemblent pas vraiment, puisque en un mot, Colombe Schneck, dans Sœurs de Miséricorde, très beau roman, vous nous racontez une épopée contemporaine qui est celle d'une jeune fille née en Bolivie et puis qui va quitter son pays, contrainte pour des raisons économiques, à aller en Italie, en France, à laisser ses enfants derrière elle. Et vous donnez la voix à ces femmes, ces hommes invisibles parfois, qui peuplent nos sociétés. On en parlera. Antoine Demeaux, Le Fleuve Guillotine, là on redescend de siècles en arrière, puisque vous nous mettez en pleine Révolution française, et pas à n'importe quel moment, en 1792, c'est-à-dire cette fameuse année du basculement, où on quitte les Lumières pour aller vers la terreur. Et vous allez justement nous expliquer pourquoi. Et puis Maïs Abbé, Isia, on retourne dans le monde contemporain et on suit cette jeune femme, Isia, à Alger et son destin, cette jeune femme qui a envie d'être amoureuse, qui a envie de vivre sa vie et qui combat une société qui lui laisse peu de place pour ça. Alors La vie est un roman, Colombe Schneck, je crois que si on vous a choisi pour ce thème-là, c'est parce que vous vous êtes inspiré, en effet, de destins contemporains. Alors, comment est née l'idée de Sœurs de Miséricorde ? Effectivement, La vie est un roman parce que c'est l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, à la naissance de ma fille, qui était à l'opposé de ce que je suis moi, de ce que je pouvais connaître de ma culture. Elle vient d'une famille indigène, des Quechua de Bolivie, analphabète, une famille d'agriculteurs d'un petit village, très croyante, catholique. Donc on ne pouvait pas faire plus loin de ma culture de parisienne, entre guillemets. Et cette femme, je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue s'occuper de... Voilà, je venais d'avoir un bébé, j'étais beaucoup plus seule que je ne pouvais l'imaginer. Et elle a vu des choses que je ne voyais pas chez moi. Je me voyais comme une jeune femme riche et gâtée. Et c'est pas ce qu'elle voyait. Et moi, je la voyais comme une femme immigrée, pauvre, sans papier, séparée de ses enfants. Je la regardais avec une certaine pitié. Et j'avais tort. Une femme beaucoup plus puissante que je ne pouvais l'imaginer. Et un jour, elle m'a posé une question qui m'a bouleversée. Elle m'a demandé, est-ce que je vous donne assez? Et je n'en revenais pas qu'elle me pose cette question. En quoi je méritais qu'on me donne quelque chose? Et quelques années, j'ai appris qu'elle n'avait pas eu ses enfants depuis 2 ans. Et je ne comprenais pas comment on pouvait vivre séparé de ses enfants, s'occuper des enfants d'une autre. Et je l'ai aidée à faire venir ses enfants. Et elle vit maintenant en France avec ses enfants qui sont étudiants à l'université. Et quand je lui ai demandé, il y a 5-6 ans, est-ce que je pouvais écrire un livre sur elle, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être l'héroïne d'un roman, qu'elle ne voulait pas avoir sa vie dans un roman, sa vie privée, ça vous montre son intelligence et sa justesse. Mais elle m'a dit, j'aimerais quand même vous aider à raconter tous les gens qui m'ont aidée. Et donc, nous sommes partis tous les deux en Bolivie, dans le petit village où elle est née, qui s'appelle Chuqui Chuqui, qui est à 2 heures de Sucre, dans la plaine bolivienne, pour ceux qui connaissent, qui est le paradis. Un village où il y a 10 sortes de manguiers différents, avec 10 sortes de goûts et de roses différents. Un village où il n'y a pas d'argent et on vit sur une économie de troc. Et j'ai pu raconter grâce à elle et aux gens que j'ai rencontrés grâce à elle, ces femmes qui sont effectivement, comme vous le disiez justement, invisibles, qu'on voit à la sortie des écoles, dans les squares, faire le ménage dans les entreprises, qui n'ont pas de papier souvent, qui sont séparées de leurs enfants. Elles viennent de Philippines, d'Amérique latine, d'Afrique. Et je voulais, par ce livre, les rendre un peu plus visibles. C'est vrai que ce livre va contre pas mal d'idées reçues. On l'entend, et notamment, dès le départ, vous allez contre une idée reçue qui est celle de Chuqui Chuqui, qui n'est pas un lieu d'abomination, mais un paradis perdu dans la vie d'Azul.
d'ailleurs, je crois que pour tous mes livres, il y a cette idée-là de femmes puissantes qui cherchent la liberté et qui perdent un paradis, le paradis de leur enfance. Effectivement, ce village, avec ses 10 sortes de manguiers, ses jardins, où on vit de l'agriculture, où on vit de cette économie de troc, on doit le quitter un jour, parce que si on veut aller au collège, par exemple, si on veut trouver du travail. Et donc l'étape suivante, c'est Santa Cruz de la Sierra, qui est la ville d'Amérique latine dans laquelle il y a plus forte croissance économique, qui est une ville gangrenée par le trafic de drogue et de cocaïne, une ville dans laquelle il y a une certaine violence et dans laquelle il y a eu une crise économique assez forte il y a 15 ans, qui fait que beaucoup de femmes, et c'est les femmes qui sont parties, ont dû partir, laisser leurs enfants. Et ce que j'ai découvert, j'étais très inquiète pour ces enfants. Je voyais mes enfants, enfin voilà, comment faisaient-ils séparer de leur mère Et en fait, j'ai découvert une société beaucoup plus très solidaire, où la famille, les enfants sont pris en charge par la famille, c'est-à-dire les tantes, les cousins, les grands-mères, les grands-pères, les oncles, les enfants restent dans la famille. Et puis j'ai continué le chemin de l'exil vers l'Italie, parce que ces femmes sont très catholiques et qu'elles vont à Rome souvent, qui est un pays dans lequel les associations catholiques les aident, les soutiennent. J'ai découvert des couvents, par exemple, où on a un sentiment souvent que... moi, j'avais un a priori, par exemple, sur un certain catholicisme que je voyais défiler en bas de chez moi, très fermé, contre, par exemple, le mariage pour tous. Et j'ai découvert des couvents et des sœurs qui font un accueil pour les migrants exceptionnel, enfin oui, sans rien demander et de façon très secrète. Pas secrète, c'est rien de mystérieux, sauf que je vois par exemple le travail que fait le Secours catholique aujourd'hui pour les migrants, où non seulement on les aide à trouver un logement, il y a un soutien social, économique, mais il y a surtout un soutien culturel. C'est ça que j'ai adoré dans un des couvents dans lequel je suis allée, donc qui accueille ces jeunes femmes isolées depuis le 19e siècle. À Paris, dans le monde entier, il y a des couvents comme ceux qui font ce travail. Il y avait une affiche avec tous les jours d'ouverture gratuite des musées à Paris, parce qu'elle trouvait que c'était très important que d'abord, il y ait qu'on connaisse la richesse de la France et sa culture. Donc il y a des cours d'alphabétisation, mais aussi on les envoie au théâtre, au cinéma, il y a le théâtre dans ce couvent, enfin voilà. Et ça, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, oui. Antoine Demeaux, est-ce que vous aussi, à l'origine de ce livre, il y avait une histoire personnelle ou une certaine passion pour la Révolution française qui vous a mené à écrire ce roman? Alors oui, à l'origine de ce livre, il y a une obsession pour cette période de l'histoire, parce que la Révolution française, c'est l'épisode sans doute le plus marquant de notre histoire nationale, mais c'est aussi un épisode qui est l'un des plus marquants de l'histoire du monde. Le cours de l'histoire se brise, où finalement un nouveau cours commence. Et il m'a toujours semblé que c'était un événement que nous n'avons pas encore épuisé, qui garde encore beaucoup de secrets, qui garde aussi encore beaucoup qui n'a pas encore été interrogé suffisamment. Donc mon idée aussi, c'était, en constatant que la Révolution française avait donné lieu paradoxalement à assez peu de romans, de redécouvrir au fond la Révolution française à travers un roman qui traiterait d'un des angles morts de cette révolution, c'est-à-dire non pas Paris, mais la province, et non pas la révolution émancipatrice que tout le monde reconnaît et apprécie, mais la révolution porteuse de noirceur, porteuse de chaos, porteuse de répression et d'une forme, au fond, de pensée qu'on pourrait appeler, avec un certain anachronisme, totalitaire. Et donc ça m'a intéressé de le raconter à travers, au fond, une histoire de chair et de sang, deux familles prises dans ce torrent et qui voient finalement basculer le monde dans lequel elles ont toujours vécu depuis des siècles en quelques semaines finalement. C'était vraiment l'idée de se replacer dans le sentiment profond qui a dû être celui des contemporains, en sachant que la Révolution française est un événement qui a été extrêmement exploré par tous les historiens. Écrire l'histoire de la Révolution française était un enjeu politique au XIXe siècle. Donc tous les grands hommes politiques écrivaient leur histoire de la Révolution, ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que tout ça est extrêmement ordonné. Mais il est évident qu'à l'époque, la France, la Révolution, c'était au fond ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, c'est-à-dire un monde de terreur, de basculement, où tout ce qui était certain la veille cesse de l'être. Donc c'est ça que j'ai essayé de recréer à travers la puissance que peut offrir l'écriture romanesque.
Et puis bon, l'autre raison, c'est qu'effectivement, ça se passe dans la région lyonnaise. Et familialement, j'étais attaché à cette région. C'est des paysages que je connaissais. C'est des expériences, une mémoire familiale que je connaissais. Et donc, c'était au fond à l'origine de mon livre. Mais on ne peut pas dire que ce soit un livre basé sur une expérience personnelle ou une mémoire trop personnelle. J'ai vraiment voulu écrire un roman qui soit ouvert, un roman traversé finalement par des interrogations multiples. Alors, le titre, Le fleuve guillotine, et puis très vite une scène qui est celle où on voit ce religieux, ce prêtre, je crois, cloué à l'arbre avec les mains qui saignent, nous indique que vous choisissez en effet l'aspect violent, l'aspect sanglant de la Révolution. Est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez écrire une espèce de roman noir de la Révolution française ? Non, parce que j'ai voulu, comme je le disais, écrire un roman ouvert avec des personnages souvent liés familialement, mais qui choisissent des options différentes. Alors, effectivement, mais il me semble que je n'ai pas voulu écrire un roman noir de la Révolution, mais la Révolution m'a donné son histoire, qui est une histoire noire et très sombre, finalement, surtout à partir de ce 10 août 1792, qui inaugure la chute de la monarchie. La République n'est pas encore fondée, par le massacre des Suisses qui finalement n'ont pas été utilisés par Louis XVI pour combattre ceux qui attaquaient les Tuileries, mais en revanche, ils ont tous été massacrés par la foule qui a pris possession du château à ce moment-là. Et donc ça, c'est un peu l'épisode fondateur de mon livre. Mais ensuite, les personnages qui sont dans les deux camps, hein, il y en a qui font partie des colonnes fédérées qui ont pris d'assaut les Tuileries, et d'autres qui font plutôt partie de ceux qui ont cherché à défendre Louis XVI sans y parvenir. Et ils se trouvent, au fond, reflués vers leur province d'origine, où ils vont vivre dans un tout autre contexte, celui d'une grande ville, rivale de Paris, républicaine avant l'heure, déjà industrielle, Lyon, une ville ouvrière du XVIIIe siècle. Ils vont vivre, si vous voulez, la deuxième phase de la Révolution, qui est sa radicalisation jacobine. Et donc là aussi, on peut dire que le roman noir de la Révolution m'a rattrapé plutôt que je n'ai cherché à le créer. Puisque, il faut le dire, cette insurrection lyonnaise va donner lieu à un siège de 2 mois, où toutes les armées disponibles vont être mobilisées par la Convention, et puis la ville va finir par tomber et faire l'objet d'une répression qui était extrêmement forte, puisqu'il y a eu 2000 exécutions, ce qui pour l'époque est un chiffre important. Et votre narrateur va suivre d'ailleurs un destin tragique lui aussi. Alors, je n'ai pas un narrateur, disons que ce sont toutes sortes de personnages qui, au fond, me permettent de brosser cette fresque historique. Alors, mes personnages principaux, celui qu'on découvre le premier, lui, effectivement, il périt sur la fameuse guillotine, mais d'autres ont d'autres trajectoires. Enfin, il y en a un qui choisit le jacobinisme et qui va survivre à ça. Enfin, je veux dire, au fond, c'est pas l'hécatombe de tous les personnages. Il y en a quelques-uns, quand même, qui vont survivre. Alors, Maïs Abeille, Isia... encore une fois, on va reprendre l'intitulé « La vie est un roman ». Isia, ce n'est pas vous, mais vous avez un lien très fort, non, avec cette jeune Algérienne qui essaye de vivre libre aujourd'hui. Oui, sans doute. Comme j'ai un lien avec toutes les jeunes femmes et les femmes qui vivent en Algérie aujourd'hui, parce que je partage leur vie. Mais il faut savoir qu'Isia est aussi une héroïne des temps passés. Elle a vécu, c'est une jeune femme qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui a vécu une merveilleuse histoire d'amour qui a été immortalisée par un très beau poème écrit par un barde, un chanteur populaire, et c'est l'origine même de mon travail. C'est une femme qui a été follement aimée, qui est morte le lendemain de ses noces et qui a laissé, dont l'histoire a laissé une trace impérissable, en tout cas, dans notre société. C'est un chant qui est encore chanté aujourd'hui. Et Isia est une femme d'aujourd'hui qui vit à Alger, qui vit à la Casbah et qui se heurte évidemment à une société dans laquelle simplement le mot vivre prend des connotations extrêmement différentes et dans laquelle on apprend plutôt aux femmes non pas à vivre mais à se résigner. Et elle essaie de lutter contre cela. Le tragique de cette histoire, c'est que l'enfermement, la répression vient au sein de la famille de la mère. Particulièrement, on le sait très bien, les mères sont souvent contre les femmes. Et bien entendu, elles sont très souvent gardiennes du temple, gardiennes de la tradition, avec
ce qui est en train aujourd'hui de gangréner un petit peu notre société, c'est-à-dire ce retour vers les traditions sous couvert de religion, je dirais plutôt de religiosité, avec de plus en plus d'interdits qui planent sur les femmes, sur le corps des femmes, sur l'occupation de l'espace public de la part des femmes qui ont accompli des progrès considérables hein, depuis les années de l'indépendance, mais qui quand même n'ont toujours pas le droit de disposer de leur corps. Et même difficilement d'accéder au monde professionnel, puisqu'on voit votre héroïne qui en effet travaille dans un... Pas seulement les femmes, hein, c'est un problème général, mais surtout les femmes. C'est vrai que Isia a fait des études, puisque depuis l'indépendance, les jeunes filles peuvent faire des études. Elle a fait des études supérieures, une licence d'interprétariat qui pouvait lui permettre d'espérer d'accéder à un autre monde, à un monde différent du sien, puisqu'elle vient d'un milieu assez modeste. Et en fait, elle se heurte à cette espèce de plafond de verre ou de mur de verre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait qu'elle se retrouve apprentie dans un salon de coiffure pour pouvoir gagner sa vie, malgré l'opposition de sa mère et de ses frères. Colombe Schneck, c'est étonnant, mais on voit Azul en Bolivie. Elle a finalement un peu les mêmes problèmes qu'Isia en Algérie. Oui. Genre, je vous écoutais, je me disais effectivement c'est une femme qui se bat pour la liberté, pour sa liberté. Et combien c'est difficile. Annie Ernaux dit toutes les libertés sont... Il faut protéger toutes nos libertés, mais pour les femmes, elles sont encore plus difficiles. Il y a encore davantage de combats parce qu'elles ne sont jamais acquises. La liberté des femmes n'est jamais acquise. Donc je vous écoutais et je me disais effectivement que Azul, mon héroïne, était... comme Aïssa, une combattante, c'est-à-dire une femme qui va tenter de briser Azul est née dans sa mère est analphabète, mais sa mère, j'ai beaucoup aimé ce que vous dites sur les mères ne sont pas des... Mères souvent contre des femmes. Oui, elle a une mère qui n'est pas contre elle, une mère qui va la laisser permettre de partir, de la quitter, d'aller au collège, de passer l'équivalent d'un baccalauréat, de faire des études de secrétariat, d'avoir un métier. Après, elle va se heurter à la crise économique, elle va se heurter à des hommes, mais elle a cette foi qui fait qu'elle va, et cette bonté qui fait qu'elle va continuer à avancer et à partir. Elle va quitter son mari, elle va quitter ses enfants, elle va considérer qu'elle n'est pas qu'une mère et immigrer et partir en Europe pour se battre toujours. C'est une Aïssa qui aurait réussi, enfin, je n'ai pas lu votre roman, mais en tout cas, elle a combattu et elle est arrivée au bout d'un combat et elle est libre. Oui, elle fait partie sans doute, comme beaucoup de femmes, de toutes ces femmes qui un jour ont eu le courage de dire non, de dire non à leur destin, à ce que l'on présente. Vous le payez par une certaine solitude. Voilà. Quand une immigrée, une femme arrive seule en Europe, sans la langue, sans la culture, sans toutes ces connaissances qui font une vie et que toutes ces connaissances deviennent inutiles, puisque vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez rien, vous devez tout réapprendre comme si vous étiez un enfant. C'est un combat contre soi-même, contre les autres qui était très très difficile, mais ce combat, elle va le gagner. Et mon héroïne est femme de ménage, on pourrait croire que c'est une femme, une victime, elle n'est pas une victime, c'est une femme très puissante. Et c'est ce que j'aime dans ce personnage. Pour revenir à Isia, Isia est assez ambivalente vis-à-vis de son propre sort. Et c'est bien pour ça qu'il y a deux voix dans le texte. Il y a cette voix, la description du quotidien d'Isia qui se heurte à sa mère, aux autres personnages qui écoutent ce que disent les autres personnages, particulièrement les femmes dans les salons de coiffure. Vous savez qu'elles sont très enclines aux confidences et elle écoute et elle essaie d'apprendre la vie à travers tout ce qu'elle entend. Et en même temps, elle est quand même assez soumise. Elle a envie de dire non, mais en même temps, elle reste quand même tributaire de la société dans laquelle elle vit et des contraintes de cette société. Mais il y a toujours en elle cette espèce de voix intérieure que j'ai, si vous voulez, transcrite
à la fin de chaque chapitre pour qui la pousse, une voix qui la pousse vers la révolte, vers la subversion, et qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose de très profondément révolté en elle, qu'elle n'arrive pas et qu'elle ne peut pas exprimer dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Antoine Demeaux, vous êtes apparemment un peu éloigné de ce combat féministe, mais il y a quelque chose de quand même d'intéressant aussi, c'est que vous aussi vous combattez les idées reçues et l'histoire telle qu'elle est écrite. Vous écrivez à propos de la Révolution, les Jacobins ont inventé leur propre histoire de France. Donc, est-ce que vous écrivez contre l'histoire triomphante ? Non, moi je ne prétends pas écrire l'histoire. Je fais œuvre littéraire, une œuvre romanesque, et je crois que pour qu'un roman fonctionne, il faut que quand il se mêle d'histoire, il soit extrêmement exact. Donc de ce point de vue-là, je n'ai rien à... je suis scrupuleusement finalement les lignes qui sont tracées par les historiens. Mais disons que le roman a cette possibilité de faire vivre des personnages et de rentrer finalement dans une complexité, dans une zone grise de la vie que l'historien qui cherche à faire comprendre aborde peut-être plus rarement, surtout quand il brosse un tableau général comme celui que j'ai essayé de brosser. Donc je ne vais pas contre l'histoire officielle, et c'est pas vraiment mon but, c'est plutôt de faire une sorte d'espace où un certain nombre de gens qui n'ont pas la parole vont la voir finalement. Des disparus, des morts oubliés, des gens qui gisent dans les fosses communes, il faut bien le dire, vont retrouver une existence. Et d'ailleurs, souvent dans mon livre, j'essaie de créer des litanies de noms finalement, essayer de citer des listes de personnages qui ont existé et dont finalement on ne connaît plus que le nom. Chaque fois que j'en ai la possibilité, par exemple, à un moment du livre, sous un prétexte qui est un des chapitres du livre où un des personnages, justement ce prêtre défroqué devenu jacobin, qui est un des principaux conseillers de Fouché au moment de la répression de Lyon, il dresse une liste des exécutés d'un jour. Et ces exécutés, ce sont des gens qui ont vraiment existé, dont on connaît les noms, les prénoms, les âges, les professions. Et il faut bien comprendre que cet épisode lyonnais, c'est pas la révolution, c'est pas le peuple contre l'aristocratie, le clergé, comme souvent on le résume. C'est bien plus complexe que ça. C'est vraiment une société entière qui est soumise à la répression, qui est prise dans un engrenage de répression et qui découvre au fond des processus de répression qui sont nouveaux et qui vont trouver finalement leur plein épanouissement au XXe siècle, et pas forcément en France, mais plutôt sur d'autres théâtres. Il y a une logique à l'œuvre qui est celle finalement de la fin qui justifie les moyens et qui pour la première fois est mise en œuvre dans ce cadre au fond issu de la pensée des Lumières. On est dans le versant noir de la pensée des Lumières, qui est un versant que tout partisan des Lumières au fond se doit, il me semble, de critiquer. Et il y a une chose qui est assez commune, étonnamment, entre l'Algérie que vous décrivez et la France de 1792, c'est quand vous dites, un de vos personnages dit on étouffe dans ce pays. Et on étouffe un peu à Alger et on étouffe aussi un peu dans la France que vous décrivez. Je crois que dans toute guerre civile, il y a un moment où finalement on est saisi par le vertige finalement, où on rentre dans une zone où des choses qui étaient autrefois réprouvées par la morale deviennent permises, où finalement la vie humaine cesse d'avoir du prix et où finalement on se retrouve finalement face à une image de la mort qui est en train de dévorer la société, de la mort et de la peur qui sont en train de dévorer la société. Et je pense qu'effectivement, ce sentiment d'étouffement, il a dû être ressenti par beaucoup au moment de cette révolution qui était une sorte de zone mouvante finalement, d'épisode mouvant. Il me semble que là, on est en plein dans le thème de notre rencontre. La vie est un roman. Vous parlez de ces personnages, c'est ce que nous essayons, nous, de faire vivre dans tous nos romans. Ce que Pierre Michon appelle les vies minuscules, c'est ça, où les héros anonymes, ceux dont l'histoire ne retient malheureusement jamais le nom et que vous avez essayé de faire revivre. Isia est un personnage historique, la vraie, la première Isia. Et elle n'est connue que parce qu'elle a été aimée, parce qu'elle a été chantée. Pourtant, elle a vécu la vie de milliers d'autres femmes. Mais son nom a été retenu grâce au poème et est arrivé jusqu'à nous. Jusqu'à nos jours. Mais je pense qu'on est en plein aujourd'hui et je crois que c'est ce qui nous réunit et nous permet de nous comprendre, s'il en était besoin. C'est par ces personnages-là
qui pour les autres sont des gens qui n'ont pas d'histoire. Exactement. Enfin, j'ai été ravie que vous citiez Vie minuscule de Pierre Michon, parce que c'était un livre auquel je pensais quand j'ai écrit. J'ai pensé aussi à Un cœur simple de Flaubert, qui a une héroïne magnifique, de bonté, et qui est une femme invisible. Et la littérature que j'aime, justement, c'est donner une humanité à des invisibles, à des absents, à ceux qu'on oublie, aux victimes de la terreur ou celles de la terreur algérienne aujourd'hui. Tous ces invisibles qui n'ont ni nom, ni existence, qui ont été oubliés, massacrés, tués, assassinés, humiliés ou bafoués, et leur dresser une espèce de palais avec nos romans. Oui, on parle souvent de personnages entre guillemets ordinaires, mais aucune vie n'est ordinaire, aucune vie. Pour peu qu'on s'y penche, pour peu qu'on s'y intéresse, vous vous êtes intéressé à la vie de cette femme, vous auriez pu la prendre comme quelqu'un d'ordinaire qui n'avait pas besoin. Tous ces personnages-là qui sont l'objet justement de notre intérêt d'écrivain, de l'intérêt romanesque, et qui font des personnages qui deviennent finalement des personnages héroïques parce qu'ils sont pris comme héros d'un roman. Et je crois que c'est très important de le dire aujourd'hui. Héroïque ou très humain, vous avez parlé de l'ambivalence, Tizia. Vos personnages aussi, politiquement, sont ambivalents. C'est ça aussi qu'apporte le roman. On n'est pas dans... Excuse-moi. On n'est pas dans le noir et le blanc, finalement. C'est pas manichéen. Les gens n'étaient pas tout d'une pièce. Ils étaient gouvernés, comme nous le sommes aussi aujourd'hui, par des influences multiples, contradictoires, qui les tiraillaient. Et je pense que le drame de cette période de la terreur, c'est qu'ils ont été amenés, justement, à choisir leur camp et à rentrer dans une guerre civile qu'au fond, ils ne souhaitaient pas forcément. Et c'est vrai que cet aspect du personnage et de ce qu'il apporte, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Parce que dans un roman comme le mien, les personnages de l'histoire sont les égaux des personnages romanesques. Au fond, ils ont la même vie, la même chair, et ils se retrouvent, ils se croisent, ils se dispensent mutuellement leur vérité. Les uns ont une vérité romanesque, les autres ont une vérité historique, et tout ça finalement se fusionne. Mais un des personnages qui m'a amené le plus loin, finalement, c'était celui que je n'attendais pas. C'est un personnage qui s'appelle le Chancru, qui est un enfant trouvé, un homme qui a le visage, on l'appelle le Chancru parce que son visage est dévoré par une tache de vin qui le rend différent des autres, et il a été un peu recueilli, un peu par fascination par un des personnages du roman, Louis du Torbeil. Il va l'accompagner un peu comme une sorte de serviteur à l'intérieur de ce chaudron qu'est Lyon pendant la Révolution. Il va traverser toute cette période-là en s'en faisant un peu le chroniqueur, puisqu'il s'adonne à la gravure à l'eau forte auquel l'a initié son protecteur. Et ce personnage-là, qui est un peu une sorte de mouton noir marqué par la vie, ce qui est à la fois peut-être le plus cruel et le plus vulnérable de tous mes personnages, c'est celui qui m'a amené le plus loin et qui m'a au fond obligé à aller au-delà de mes intentions premières. Colombe Schneck, vous écrivez à propos d'Azul, Azul est un soldat. Est-ce que ça veut dire aussi que vous voulez décrire une guerre invisible qui se joue dans le monde d'aujourd'hui? Oui, c'est encore une guerre qui est invisible. L'immigration est une guerre. Partir, quitter son pays, quitter sa famille, quitter ses enfants, fait de vous un soldat. On peut se battre autrement qu'avec une mitraillette ou avec des bombes. On peut se battre contre soi-même, on peut se battre contre les autres. On peut se battre sans violence, sans arme à feu. On peut se battre avec une bonté. On peut se battre avec courage. Et c'est de ce genre de soldats dont je voulais parler, oui. Maïs Abeille, est-ce que c'est une guerre souterraine aussi, celle des oui, femmes âgées? Oui, c'est une guerre, et de plus en plus aujourd'hui. C'est une guerre contre la régression, contre des courants qui voudraient faire oublier aux femmes le résultat de leur combat d'avant. Moi, je fais partie d'une génération post-indépendance de l'Algérie qui a eu accès à l'école, qui a eu accès au travail, qui a eu accès sans aucun problème à l'espace public et dont l'apparence vestimentaire n'était jamais remise en cause. Nous occupions sans aucun problème l'espace public. Aujourd'hui, cela pose question, cela pose problème. Et il me semble que cette
Enfin, guerre, c'est peut-être un mot très fort, mais il me semble que cette espèce de confrontation qu'il y a aujourd'hui entre les forces de la modernité qui sont là, qui tirent vers le haut, et les forces de la régression qui essaient de nous tirer vers le bas, il y a des confrontations très très fortes et parfois, malheureusement, qui sont violentes. Hizia en parle, mais il n'y a pas que Hizia dans le texte, il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui racontent leur expérience de vie. Entre le personnage, je pense que vous l'avez remarqué, le personnage de Sonia, cette jeune femme qui travaille au salon de coiffure et qui n'a qu'un seul but, c'est partir, émigrer pour pouvoir simplement, elle le dit comme le disent beaucoup de jeunes filles, pouvoir marcher librement dans la rue. C'est tout ce qu'elle désire et c'est tout ce dont elle a envie. Voilà, c'est pour ça que je pourrais parler de confrontation, effectivement. Est-ce que vous êtes lue par les jeunes femmes en Algérie ? Écoutez, je viens du Salon du Livre d'Alger, j'y étais encore il y a 2 jours, et je peux vous dire très sincèrement qu'il y a eu énormément de femmes qui sont venues lire, qui sont venues acheter et faire signer mon livre, énormément, à mon plus grand bonheur, oui. Antoine Demeaux, justement pour vos lecteurs, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous avez déjà été pris à partie? Est-ce que vous avez l'impression que la Révolution française est encore une chose sacrée à laquelle on ne touche pas? Non, je ne crois pas. Je pense que nous vivons un moment de changement de regard sur cette période. On sait que la dernière fois qu'on a beaucoup parlé de la Révolution en France, c'était au moment du bicentenaire de la Révolution française, où il y a eu finalement un débat très riche en France, magnifique, des débats historiographiques comme on aimerait en avoir aujourd'hui sur de grands sujets, entre d'un côté l'école menée par François Furet et Mona Ozouf, et de l'autre les tenants d'une historiographie d'inspiration marxiste qui était à l'époque dirigée par Albert Soboul et puis Michel Vauvel, pour résumer la Société d'études robespierristes, et qui fixait au fond la bonne parole en matière de Révolution française. Et il y avait une sorte de chantage affectif qui était que qui touchait à la Révolution française risquait de saper les fondements même de la République. Je crois qu'on est sorti de cette période-là, puisque d'abord la République est devenue un régime consensuel qui nous rassemble tous et que nous cherchons tous à défendre. Et nous pouvons avoir peut-être un regard critique et nous renouveler sur cette révolution en cherchant à finalement intégrer ces zones d'ombre, ces angles morts dont je parlais tout à l'heure, en cherchant à en tirer des leçons, parce qu'il est vrai que le totalitarisme, la destruction de la liberté, le meurtre par esprit de pouvoir est aussi contenu finalement dans l'idéal des Lumières, et c'est une dimension qui est troublante mais qui doit être regardée en face. Et il me semble qu'aujourd'hui on est dans un climat plus apaisé, où cette parole-là peut être entendue. Par exemple, les figures de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui sont finalement un peu des personnages qu'on aperçoit dans le lointain, puisque effectivement, mes personnages, ce sont des gens simples, ce sont des médiocres, ce sont des gens qui vivent loin des lieux où se joue, où est censé se jouer la grande histoire. Mais on peut dire que Louis XVI et Marie-Antoinette, aujourd'hui, sont des personnages auxquels que la plupart des gens voient avec une certaine empathie. Et ça, c'est nouveau, si vous voulez. Et par contre, je pense que ceux qui ont été les bouts de feu de la Révolution, les pousses au crime de la Révolution, même si on peut avoir encore une grande estime intellectuelle pour eux, et je pense à Robespierre en particulier, ils n'emportent pas l'amitié finalement de nos contemporains. Et je pense qu'il y a des raisons profondes à ça. Et j'espère que mon roman parle le biais, je dirais, au fond de la poésie, c'est-à-dire de faire vivre les personnages, de ressusciter les paysages, de nous emmener tous dans une épopée à travers nos émotions de chair et de sang, va contribuer, à mon avis, plus à rassembler qu'à diviser. Je crois que c'est un roman qui cherche beaucoup plus à rassembler qu'à diviser et qu'à ajouter de la guerre civile à la guerre civile. Très bien. Juste, Colombe Schneck, un dernier mot. Est-ce que ce livre-là, aujourd'hui, prend une résonance particulière quand on voit les réfugiés qui arrivent en Europe? Oui, on voit des immigrés, on a des images, on parle des migrants, mais comment lui s'appelle, quelle est son histoire? Je lisais un article sur un homme qui était dentiste. Et il disait, je venais m'acheter du matériel tout neuf d'Allemagne. Il était dans une ville syrienne. Et tout d'un coup, je voyais un monde détruit. On parlait tout à l'heure de ces
vous aussi de ce monde qui peut se détruire, votre monde, votre vie qui peut se détruire en un instant, c'est ce qui lui était arrivé. Donc tout d'un coup, je voyais un dentiste dans son cabinet, sa famille, et puis tout d'un coup, plus rien. On est seul sur les routes. Je crois que la littérature permet de rendre un peu d'humanité à ces gens dont on dénie, voilà, dont on nie, dont on ne veut plus pas voir l'histoire, la culture, le nom, le prénom, l'éducation, les sentiments, les émotions, qui nous sont nous et qui sont nos frères et nos sœurs humains. Et donc, Sœurs de Miséricorde. Merci beaucoup à vous trois. Et je rappelle donc vos 3 beaux romans, Le Fleuve Guillotine, Antoine Demeaux, Isia Maïs Abeille et Sœurs de Miséricorde, Colombe Schneck. Merci à vous 3.